J'ai demandé au gouvernement d'engager un chantier sur la démocratie participative, de manière à ce que, sur les grands projets, nous puissions avoir toutes les garanties. Toutes les parties prenantes seront entendues et le Conseil national de la transition énergétique sera associé à cette réflexion. Cette mission, qui va être donc engagée par le gouvernement, devra remettre des propositions dans le délai de 6 mois. Elles seront aussitôt mises en œuvre. La commission, présidée par le sénateur Alain Richard, en charge de ce chantier, a procédé à une concertation qui a donné lieu à 20 propositions afin d'améliorer la démocratie participative et prévenir les conflits. Que s'est-il passé depuis ? Plusieurs collectifs du Sud-Ouest opposés au projet inutile se sont réunis le 24 octobre 2015 à la Salvetat Saint-Gilles pour tirer un bilan des promesses non tenues et mettre en place l'organisation d'une convergence des luttes. Qu'est-ce qui ressort de vos discussions avec les autres collectifs contre ces projets inutiles ? Ce qui ressort aujourd'hui de cette rencontre à laquelle on a vraiment apprécié de s'associer, c'est la nécessité vraiment de s'unir pour être beaucoup plus fort dans nos résistances. On constate à travers nos expériences que les passages en force sont de plus en plus fréquents et de plus en plus durs sur le territoire, et que si on reste isolé chacun de notre côté, on n'arrivera pas à résister à des adversaires qui sont aussi puissants que l'État, souvent le département ou la région, et puis évidemment des entreprises qui sont assez puissantes, notamment du point de vue juridique. Donc il faut s'unir pour être plus fort. On a pu faire la démonstration aussi, nous, à Sivins, en se rassemblant, qu'on pouvait effectivement changer le cours des choses. On a mené une résistance très vive et qui a obligé effectivement, à un moment donné, aussi le gouvernement et le département à reculer. Et donc c'est vraiment nécessaire. On a aussi un partage d'expérience à mener en termes de recours juridiques, en termes d'expertise citoyenne. Est-ce qu'on peut parler d'une convergence des luttes ? Alors oui, le but c'est bien ça, c'est de dire chacun isolé dans son coin, on a un petit moyen, mais quand on est tous ensemble, on est beaucoup plus intéressant, on est beaucoup plus pertinent. On va arriver mieux à capter l'attention des décideurs ou du grand public, d'une manière générale. Et donc, on a tout intérêt à travailler ensemble, les collectifs. L'union faisant la force, on se connaît déjà, mais on va renforcer en fait nos modes d'action communs. Parce qu'en fait, tous ces projets relèvent du même type de processus. Là, bon, moi, je vous parle de LGV, mais on vous parle de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, des barrages de Sivins, de Val Tolosa. En fait, la mécanique est la même. Au bout du bout, on a les mêmes problèmes. On a la même difficulté à se faire entendre, les mêmes barrages aux frontières qu'on nous met. Voilà. Donc, on va renforcer nos actions communes sur ces projets-là. Voilà, donc on va se retrouver régulièrement. Et, par exemple, à l'occasion de COP21, on va aussi afficher une bannière commune pour rendre visible, en fait, cette solidarité qui existe déjà, qui en est quand même à des balbutiements. On se connaît, mais on va beaucoup plus se montrer ensemble. Multiplier les liens, c'est très important. On peut tout à fait parler de convergence de lutte parce que l'analyse de la situation fait que en fait, on lutte à peu près tous contre la même chose. Donc, voilà. Et la convergence de lutte et surtout de solidarité. Je pense que nous avons les mêmes objectifs, c'est-à-dire de rappeler le gouvernement à l'ordre, en particulier les paroles du président François Hollande, qui s'était engagé de faire une plus grande place aux citoyens suite aux événements tragiques de Sivens. Il y a eu le sénateur Alain Richard qui était mandaté pour un rapport. Il y a eu des audits, il y a eu plein de choses intéressantes et plus rien. Donc, nous allons le rappeler à l'ordre, lui et tout le gouvernement. Alors, on peut clairement parler d'une convergence des luttes parce que on se connaît tous depuis quelques années déjà. Les uns et les autres ont eu l'occasion de se retrouver sur des mobilisations ou bien dans des réunions officielles.
Mais aujourd'hui, il y a une vraie convergence qui arrive avec voilà, des réunions typiquement d'organisation comme aujourd'hui, où c'est nous, mouvements opposés à ces projets inutiles et imposés, qui décidons de nous unir, de formaliser cette convergence avec un programme d'action qui sera effectivement développé sur le terrain. Donc ça veut dire très concrètement une solidarité quand il y a des mobilisations, c'est-à-dire que les uns vont aller manifester pour soutenir les autres. Et puis ça veut dire très concrètement que vis-à-vis des interlocuteurs publics, on va aller porter notre message en commun, comme on l'a déjà fait au niveau national. On va de plus en plus s'unir, faire des rapports en commun, des propositions en commun. Et donc, il y a une vraie convergence des luttes de ce point de vue-là. Et donc, il y a un calendrier des prochaines rencontres qui se met en œuvre. Alors, dès maintenant, on sait que dans le cadre des mobilisations sur la COP21 sur le climat, nos mouvements vont s'unir dans les manifestations régionales pour porter un message sur l'impact de ces projets sur le climat. On sait également que nos amis du Pays Basque, le CAD, vont organiser le Forum européen en juillet 2016, le Forum européen sur les projets inutiles et imposés. Donc on va s'organiser aussi pour les aider à faire de ce rassemblement un succès. Donc on a un agenda effectivement qui est en train de s'entrevoir, de se réaliser, se construire. Et on va donc le mettre en œuvre ensemble. C'est historique, on n'a jamais eu l'occasion de s'organiser de ce point de vue à un tel niveau. Et donc il y a une vraie convergence des luttes, tout comme il y a une convergence en face de nous, de nos adversaires, qui, entre les pouvoirs publics, les entreprises et parfois la justice, s'organisent aussi pour imposer leurs projets. Et donc nous nous organisons aussi en face. On a remis aujourd'hui sur le tapis ce rapport de la commission Richard parce que justement le sujet c'est la démocratie. Comment ces grands projets inutiles et imposés peuvent-ils être remis dans le débat démocratique ? Quels sont les moyens qu'on peut proposer pour que le débat démocratique ait lieu. On avait fait des propositions, elles n'ont pas été mises en œuvre et on va tout faire pour le faire. C'est un combat plus général. Les grands projets individuels, ils ont leur combat. Et puis, d'une manière générale, c'est ce grand combat, la démocratie, comment le peuple décide de son avenir. Qu'est-ce que vous pensez du rapport Richard ? Est-ce que vous pensez qu'il est à la hauteur des enjeux et des dysfonctionnements actuels ? Alors, le rapport Richard est à la fois une avancée sur la démocratie participative et en même temps est évidemment très loin du compte. Mais on a obtenu, en nous mobilisant, nous, les mouvements, on était 13 mouvements représentés lors d'une audition à la commission Richard, on a obtenu que soit pris en compte un élément essentiel, c'est-à-dire le fait que la population soit consultée très en amont quand les projets sont envisagés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une consultation souvent au moment de l'enquête publique où les projets sont déjà ficelés et finalement, il est beaucoup trop tard pour faire évoluer le projet. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'avis négatifs des enquêtes publiques finalement ne changent rien à la suite du projet. Ils restent appliqués de la même façon. On avait fait ensemble avec le collectif des mouvements citoyens comme ça qui luttent contre les grands projets. Donc il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a Sivins, il y a les LGV, enfin il y a Roibon, il y a Bure, enfin il y a un certain nombre de gros projets comme ça. On avait quand même fait des propositions très argumentées pour améliorer la démocratie participative. François Hollande, avant de lancer ce chantier-là, avait promis que dans les 6 mois, il y aurait des améliorations sur la démocratie participative. Ségolène Royal, dans le forum de clôture, promet que les rapports, les conclusions de ce travail-là seraient intégrées dans la loi de transition énergétique. Et en fait, dans la loi de transition énergétique, il n'y a rien. Il n'y a pas un mot. Donc voilà, de promesses, on nous mène comme ça de mois en mois, de promesses, et surtout on fait exactement le contraire. C'est un gain de la commission Richard. Malheureusement, le président de la République n'a pas repris ce rapport Richard comme il avait promis pour le mettre en œuvre à travers la loi. Et c'est ce qui fait qu'on va continuer, nous, à se battre pour que cette concertation amont, qui a déjà fait l'objet d'une sorte de consensus avec les membres de cette commission, soit réellement, effectivement, mise en œuvre. La concertation amont, dès le départ des projets, des plans, des programmes au niveau du territoire. La démocratie participative version Ségolène Royal, est-ce qu'elle n'est pas vidée de sa substance avec les simplifications du droit de l'environnement de la loi Macron ?
C'est le grand paradoxe de ce qui a été fait depuis un an, notamment depuis les engagements de François Hollande d'améliorer la démocratie participative. C'est qu'on nous promet une meilleure participation du public, la prise en compte des alternatives. Finalement, on n'a rien vu venir un an plus tard. La seule chose qu'on a vu venir, c'est une régression de ce point de vue-là, puisqu'on a eu la loi Macron qui permet de voter par ordonnance des simplifications administratives, un affaiblissement de la consultation du public. Et encore une fois, de manière non démocratique, par ordonnance, sans consulter le Parlement. On a vu également venir depuis un an la loi sur la surveillance, où on sait très bien que nous, les mouvements qui nous opposons à ces projets inutiles, nous sommes très clairement ciblés par cette loi de la surveillance pour prévenir toute contestation, toute mobilisation sur le terrain. Donc on a un réel recul démocratique depuis un an en France, alors que le président nous avait promis, le président de la République nous avait promis une réelle amélioration démocratique. Et sur le terrain, on a vu également que les beaux discours étaient loin d'être appliqués sur le terrain, puisque durant l'année 2015, des expulsions ont eu lieu dans différents endroits de France, à des endroits où des projets étaient contestés. La ferme des Bouillons en Seine-Maritime, différentes ZAD, etc. Et puis, on a vu dans notre sud-ouest une LGV qui était considérée comme, selon l'enquête publique, avec un avis défavorable, une Cour des comptes qui dit que ça ne sera jamais rentable, des élus qui s'y opposent, des associations, des habitants, et un gouvernement qui dit je m'assieds sur toute cette consultation des scientifiques, des experts et de la population, et je considère que ce projet est d'utilité publique. Donc il y a les beaux discours d'un côté, François Hollande, Valls, et puis il y a la réalité sur le terrain qui est de faire complètement l'inverse. Là, je sais pas, le gouvernement, il prend une responsabilité, moi, que je maîtrise plus, parce que quand c'est le gouvernement lui-même qui ne respecte pas les procédures que lui-même a mis en place, là, franchement, l'avenir est incertain. Le risque aujourd'hui, c'est que face à cette incompréhension, cette non-écoute et parfois les mensonges qui sont, les propositions qui sont faites dans un sens et ensuite les réalisations qui se font à l'inverse, tout à fait à l'opposé, en contradiction des promesses, risquent de faire monter une violence parfois importante de la part des citoyens, dans la mesure où ils ne sont pas entendus ni repris dans les propositions qu'ils ont formulées. Voilà, donc c'est essentiellement pour nous un des écueils du fonctionnement du système politique actuel par rapport à l'élaboration de ces grands projets.